Chapitre 2 du tome 3 de Gathering Storm, l'avènement du Primarque. On arrive à la fin, dernier bouquin sur Gathering Storm. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, comme d'habitude, je vous envoie vers la playlist. Alors, on est sur Macredge, donc là, les forces de la croisade célestine et les Inari viennent d'arriver. Ils ont réussi à repousser les envahisseurs de la Black Legion. Et on a Greyfax qui prend un ton assez sévère et qui dit si maintenant même Macredge est attaqué, c'est vraiment très très mauvais signe. Et on a Belisarius Cawl qui tout simplement fait « Excusez-moi ma chère, mais je pense que vous vous trompez parce que si j'en crois mon calculateur inertiel gyrostabilisateur gyroquantique, je crois que nous sommes à 265 millions de kilomètres de notre destination. » Et donc tous regardent Yvraine avec étonnement. Et en fait, Yvraine, eh bien, elle la regarde, elle vient à peine de décapiter encore un membre de la Black Legion, donc elle baisse vraiment très lentement en fait son glaive. Et elle se penche sur le côté comme si elle écoutait en fait une voix intérieure, sans doute un des esprits, peut-être l'un des esprits justement qu'elle vient d'assimiler. Et elle se retourne et elle dit à Yvraine d'un ton impérieux: aurais-tu été heureuse d'apprendre, Moncade, que mon peuple disposait d'un portail caché sur un de vos mondes les plus précieux? Je ne crois pas. Et le sénéchal Almarich des Black Templars a fait effectivement. Et en fait, on voyait que lui avait vraiment beaucoup de difficultés à faire cause commune avec les Eldari. Ça, c'est très, très cohérent. Et puis, Célestine intervient tout de suite pour calmer le jeu et dit non, le Sénéchal a raison. En effet, ça aurait été mal vu qu'on arrive directement avec un portail caché sur Macredge. Après, elle dit par contre, ça aurait été quand même un peu plus sympa parce qu'on aurait eu beaucoup moins de difficultés à accomplir notre objectif. Et là, en fait, comment va-t-on réussir à accomplir notre objectif? Donc elle pose la question à Yvraine. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est assez étonnant à voir. Alors c'est peut-être qu'elle est extrêmement diplomate. Je pense que Sainte-Célestine est extrêmement diplomate parce qu'elle se met vraiment en retrait. Et on se rappelle quand même que toutes les forces de l'Imperium sont censées suivre Yvraine, d'accord, mais suivre Sainte-Célestine surtout. Mais elle se met vraiment en retrait, elle attend, elle demande à Yvraine, et Yvraine la regarde encore une fois d'un ton impérieux et dit simplement il nous suffit de rencontrer un des membres des Ultramarines et lui saura nous mener jusqu'à notre objectif. Et alors il y a une des Germinae, donc de Sainte-Célestine, qui dit oui mais que va-t-il se passer en fait s'ils nous voient arriver avec une force d'Eldar? Est-ce qu'ils ne vont pas penser qu'on a pu trahir l'Imperium? Et Yvraine, encore une fois, d'un ton dédaigneuse, dit aux Ultramarines, ne sont-ils pas l'élite des Space Marines si eux-mêmes, qui sont ces combattants si aguerris, ne sont pas capables de différencier les ennemis de leurs alliés? Alors, vous avez déjà perdu la guerre. Et encore une fois, c'est vrai qu'Almarich, là aussi, lui dit oui. À leur place, sans doute, j'aurais tiré avant de poser des questions. Et encore une fois, Sainte-Célestine intervient et dit non, mais ne vous inquiétez pas. Je pense que ils sauront reconnaître en fait la justesse de notre démarche et que nous saurons en fait les convaincre. Sous-entendu avec ma présence quand même avec Sainte-Célestine, normalement ça devrait quand même bien passer. On devrait pouvoir leur expliquer pourquoi on est là, quel est l'intérêt de cette force combinée et surtout le fait que non, nous n'avons pas trahi en fait l'Imperium. Alors peut-être quelque chose que j'ai à reprocher ici, et c'est surtout parce que j'ai lu Génopère, et dans Génopère en fait on a vraiment Belisarius Cawl qui est mis en avant. J'ai du mal à croire que Belisarius Cawl se fasse balader un peu comme le professeur Tournesol, en mode ah oui mais on n'est pas au bon endroit, mais en fait il a pas d'impact réel sur les décisions qui sont prises. Alors bien sûr on sait que c'est lui qui a incité à aller vers Macredge, mais j'aurais aimé que ce soit mis plus en avant, parce que là on a vraiment l'impression que c'est Sainte-Célestine qui lead, de l'autre côté on a Yvraine, mais voilà, ça colle pas trop avec l'image que j'ai de Belisarius Cawl, où c'est un peu lui qui manipule les fils du destin aussi, un petit peu comme sur Dendra Lutran. Enfin, il essaie de le faire, en tout cas, autant que possible. Et il a toujours, surtout, un plan derrière un autre plan, dans un autre plan qui est caché derrière le plan. Et là, on a moins cette notion-là. Et c'est vrai que sans avoir lu Génopère, on restait sur un personnage qui est assez plat. Alors après, à sa décharge et à la décharge des auteurs, c'est la première fois qu'on a Belisarius Cawl dans des ouvrages. Ce sont les premiers ouvrages dans lesquels on parle de Belisarius Cawl. Le personnage n'existait pas avant. C'est un personnage qui a été créé avec Gathering Storm, et dans le premier tome, justement, c'est là où on l'a vu pour la première fois. Donc, c'est sûr qu'il n'avait pas encore le background aussi développé que ce qu'il a maintenant, parce que maintenant, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment majeur dans le lore de Warhammer 40 000, ce qui n'était pas le cas à cet instant-là. Alors ensuite, on a une carte qui représente
l'espace dans lequel on va se battre. Donc on a Macrage, hein, bien sûr, donc le système. Il y a beaucoup de systèmes qui sont assez connus, hein, Espandor, Viridian, Prandium, le système Macrage. Il y a alors le système Thalassa et Thalassar, qui sont deux différents, le système Mazali, voilà. Et puis on nous explique un petit peu la vie, hein, de ce système-là, enfin de cet ensemble de systèmes, parce que ces différents systèmes solaires qui sont regroupés dans l'empire des Space Marines, enfin d'Ultramar. Et en fait, on nous dit que ce monde a été lourdement assiégé par la flotte ruche Léviathan. Ensuite, par l'archipyromane, un des grands chefs de guerre orques, et par la suite que le plus grand danger était celui du chaos, avec le démon Mkar qui a envahi justement ce monde-là. Mais alors après, quand on se rappelle la lutte acharnée et le prix qu'a dû payer les ultramarines pour défendre en fait la planète de Macrage, on se rappelle que selon la légende, eh bien, il ne restait plus aucun survivant des ultramarines sur Macrage quand les renforts sont arrivés, et que vraisemblablement le dernier Terminator qui était dans une des forteresses polaires a tué le dernier tyrannide de la planète avant de succomber. Et c'est ainsi que du coup, ça c'est vraiment une des choses qui m'a marqué le plus dans Warhammer 40 000, c'est vraiment cette image de résistance incroyable où l'ensemble des ultramarines qui étaient présents sur Macrage ont été décimés par la flotte tyrannide, mais qu'ils ont tenu suffisamment pour arriver à l'équilibre juste où il n'y a plus aucun tyrannide, mais plus aucun Space Marine non plus. Et ça, j'ai toujours trouvé ça... Bon, évidemment, il y a un petit côté cinématographique dans ça, mais ça m'a toujours assez séduit. Et en fait, là, on nous dit que les invasions du chaos ont été pires encore. Tu te dis, vu le taux d'attrition qu'il y a eu et les pertes qu'il y a eu sur toute la première compagnie, elle a été détruite sur Ultramar, donc tu te dis, ça a dû être assez violent. Et on nous dit que voilà, encore maintenant, alors que Abaddon est en train de s'occuper de la porte cadienne, parce que voilà, hein, là, ça se passe assez vite, hein, entre la chute de Cadia et leur arrivée ici, alors je sais pas combien de temps s'est écoulé, mais en fait, on peut imaginer très très peu. Hein. Et on nous dit que malgré tout, l'influence d'Abaddon lui permet de rallier une force de la Black Legion, des Iron Warriors et des Night Lords. Donc Iron Warrior, Night Lord, Black Legion et d'autres forces disparates. On peut imaginer du Mechanicum Noir, même si à cette époque-là, c'était pas mis en avant. D'ailleurs, on n'en parle pas d'ailleurs. C'est un ajout qui est plus récent dans le lore, le Mechanicum Noir là. Du coup, on n'en parle pas. Mais en même temps, faut aussi se rappeler qu'à cette époque-là, l'Adeptus Mechanicus, en tant que force jouable à Warhammer 40 000, venait de sortir depuis très peu de temps. C'est pour ça qu'on avait un personnage comme Belisarius Cawl qui était jouable, qui était le premier vraiment personnage un peu emblématique de la faction. Il n'y a pas beaucoup plus maintenant, mais en tout cas, voilà, faut se rappeler aussi que c'était une autre époque et que c'est pas comme maintenant où là on nous parle beaucoup du Mechanicum Noir. Il est sorti à Légion Impérialiste, donc on peut supposer qu'un jour sur Warhammer 40 000, je pense que, je sais pas combien de temps, mais d'ici peut-être cette année, peut-être en 2026, enfin l'année prochaine, 2026, on peut espérer ça, mais voilà, étant donné qu'on a des forces qui sont présentes dans les résidus russes. Bon, c'est normal d'imaginer que ça va sortir dans une des futures armées. Je pense que ce sera la prochaine armée. Et puis on a Vashtor qui attend toujours. Bon, je m'éloigne de Gathering Storm, mais c'est quand même intéressant de voir justement cette évolution. Puis je voulais justement que vous mettre un petit peu en projection le fait que voilà, ce qui se passe là, c'est pas la perception qu'on a de Warhammer 40 000 actuellement maintenant. Donc c'est important de refaire une bonne dose dessus. Par la suite, bien sûr, les pèlerins se mettent en marche et c'est Belisarius Cawl quand même qui a un petit rôle. Il leur dit si nous allons vers la conurbation urbaine la plus proche et il y a un avant-poste des ultramarines sur ce chemin-là. Et on a Sainte-Célétine qui les presse un petit peu parce qu'en fait, la remarque qu'elle s'est faite et qui est fort juste, c'est que si il y a déjà la Black Legion qui est présente
ici, c'est que Abaddon est au courant de ce que cherchent à faire alors peut-être pas les Inari, mais en tout cas la croisade célestinienne. Et c'est vraiment quelque chose qui est très 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 dangereux. Si le maître de guerre, si Abaddon c'est ce qui est en train de se tramer, forcément il va envoyer énormément de force. Donc ils essaient de se dépêcher. Par contre, on a un passage qui est assez sympathique parce que ça décrit en fait un des mondes d'Ultramar et on nous décrit en fait une route qui sinue à travers les montagnes, une route vraiment très large parce qu'on nous dit que plusieurs Bendblade peuvent passer côte à côte. Du coup, c'est vraiment une très très grosse route et on nous décrit comme ça, voilà, des piliers colossaux qui enjambent en fait des vallées. Et en fait, on nous dit aussi qu'il y a des statues encapuchonnées où on reconnaît en fait des Space Marines avec des offrandes qui sont mises à leurs pieds, des parchemins de dévotion. Et en fait, j'avoue que quand j'ai lu en fait ce passage-là, je me suis vraiment projeté. Ça m'a fait penser un peu à ce que je trouve très bien justement dans un film comme Le Seigneur des Anneaux, c'est que il y a un moment, c'est contemplatif en fait. Simplement, on vous donne à manger sur l'univers pour alimenter en fait votre imaginaire. C'est-à-dire qu'on vous dit voilà un peu à quoi peut ressembler un monde de Macrège. Et en fait, c'est entre guillemets assez beau parce qu'il y a ce côté vraiment un peu calme et un peu serein. Alors on nous dit qu'on entend quand même des bruits de guerre qui sont tout autour d'eux, mais qui sont assez lointains en fait. Mais voilà, c'est un passage un peu rafraîchissant et qui peut inspirer encore une fois. C'est vrai que quand on voit, je pensais pas que j'allais en parler, mais quand on voit un peu à quoi ressemblent toutes les tables de Warhammer 40 000 quasiment maintenant, 95% des tables maintenant, et puis qu'on nous décrit des passages comme ça, moi ça me fait un petit peu rêver et je me dis oui c'est vrai, on fait une belle table comme ça, j'imagine vraiment, vous voyez, quelque chose un petit peu dans les montagnes, avec justement ces arches colossales, avec un pont sur lequel on viendrait pouvoir se battre, c'est vraiment sympa. Et quand ils continuent, eh bien ils entendent en fait au détour du chemin, eh bien que le bruit des combats s'approche un peu plus et en fait il voit un bastion des ultramarines qui est enchâssé en fait dans la montagne avec des canons Icarus qui sont en train de tirer dans le ciel, en train de cracher la mort. Alors les canons Icarus, on se rappelle que c'est des canons spécialisés sur les tirs anti-aériens. Comme il y en a deux, je crois qu'il y a 4 tubes par canon, ça fait 8 canons anti-aériens qui sont en train de tirer au ciel et donc bien sûr il regarde et il voit en fait qu'il y a des Eldrake. Alors les Eldrake c'était aussi une figurine qu'on n'avait pas trop l'habitude avant et là du coup c'est pour ça qu'elle est bien mise en avant et on a justement les Eldrake qui sont en train d'essayer d'attaquer, de lancer des vagues de flammes sur l'avant-poste des ultramarines et qui se font tirer dessus par les canons Icarus. Alors le premier à voir ça, c'est Amalric, des Black Templars, c'est le premier à réagir, et il crie « mettez-vous à couvert », parce qu'en fait il voit qu'un des Eldrake a changé en fait sa course et a remarqué cette force remarquable, je pense, parce qu'ils sont assez nombreux, donc je pense que voilà, ils passent pas inaperçus, en train de foncer vers eux pour les attaquer. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que dans cette force-là, il faut se le rappeler, il y a les chevaliers de Taranis. Et en fait, eux, dès qu'ils voient les forces du chaos comme ça, il y a un des chevaliers qui est équipé avec un canon Icarus, en fait, c'est sur leur carapace, là ils ont le double canon anti-aérien, et en fait, lui va justement se mettre en avant et attaquer en fait le Eldrake. Et pour les plus malins, vous me voyez venir, et lui, il réussit justement à dégommer un Eldrake, il lui arrache une aile, et le Eldrake va s'écraser contre le flanc de la montagne. Et c'est là où je me dis, alors attends, depuis tout à l'heure, les 8 canons Icarus lourds qui sont sur le bastion, ils sont en train de tirer, ils n'arrivent pas à le choper, alors que simplement le double petit canon qu'il y a sur le Knight, lui, il réussit à le dégommer. Bon, c'est vraiment qu'on a envie de vendre des kits de Knight, mais ouais, ça j'avoue, ça m'a un petit peu embêté, parce que vous voyez, quand on a des grosses armes très spécialisées qui n'arrivent pas à faire ce que leur version portable sur un chevalier arrive à faire, c'est un petit peu dommage, mais en tout cas voilà, s'ensuit un déluge de feu, pas trop de pertes, voire aucune perte à citer du côté de cette alliance en fait, des Célestiniens et des Inari. Mais par contre, les 3 Eldrake se font décimer par justement l'attaque. Et quand ils s'approchent en fait justement du bastion, les portes s'ouvrent. Donc déjà, c'est quand même plutôt un bon signe. Mais on a quand même 3 Space Marines du chapitre des Ultramarines qui sortent en pointant leur bolter sur l'assemblée qui est devant eux. Et en fait, là aussi, c'est pareil, tu te dis, ok, franchement, ils sont une centaine. Il y a des chevaliers et tout. Et là, t'as 3 ultramarines qui arrivent avec leur bolter en mode « Eh les gars, déclinez votre identité !»
Ouais, moi je serais à la place des ultramarines, j'aurais plutôt utilisé les haut-parleurs en restant dans le bastion, en disant « Ah, il y a une force colossale qui est en train d'arriver avec des Eldar, des Skitarii, il y a un petit peu de tout, etc. » Mais en fait, vous voyez, le côté on ouvre la porte, on est 3, on vous barre le passage, mec, il y a des titans, enfin mais il y a des chevaliers impériaux, qu'est-ce que vont faire les 3 Space Marines, donc voilà, c'est... J'imagine bien les 3 devant toute la force, déclinez votre identité. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils disent. Ils disent, bah, déclinez votre identité, pourquoi êtes-vous là? Et en fait, ils pointent leur bolter sur les Inari. Et puis il y a Sainte Célestine qui explique en fait que leur croisade est juste, qu'ils se sont alliés avec les Eldar pour justement accomplir une grande tâche, une grande quête, et qu'ils doivent absolument en rencontrer Marnus Calgar, le seigneur d'Ultramar. Et voilà, ils réussissent. Alors en fait, comme quand les ultramarines analysent un petit peu la situation, ils voient qu'il y a Greyfax, inquisitrice, ils voient qu'il y a Sainte Célestine, la sainte vivante, et en fait, ils voient qu'il y a une sorte d'inimité assez marquée entre l'inquisitrice et... faut se rappeler qu'un Space Marine, c'est quand même un surhomme. Mais pas uniquement parce qu'il a des gros bras, aussi parce qu'il a un super cerveau et qu'il est super entraîné et que censément, on le perd un petit peu de vue, je trouve, maintenant, mais un Space Marine est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus apte de sentir les choses, en fait, et d'analyser les choses et à travers quelques petits signes, voir que, oui, il y a un problème entre Sainte Célestine et Greyfax, mais Greyfax, elle a l'air inflexible, donc si elle tolère ça, c'est qu'il y a une raison. Il voit aussi le sénéchal Almarich, qui, en plus, est des Black Templars. On sait que les Black Templars, c'est très dur. Il n'aurait pas pu accepter qu'un Black Templar accepte d'être avec des Xénos, quand même assez compliqué. Donc, il y a sans doute une dimension impérieuse et que Sainte Célestine vient asseoir tout ça. Donc, ils arrivent à dire, bon, effectivement... ça a l'air important, donc si vous êtes tous alliés, c'est quand même un cas de force majeure, donc on va vous ouvrir quelque chose. Et en fait, justement, ils disent, bah, ça tombe bien, parce qu'il y a des Stormraven qui sont en train d'arriver, parce qu'ils étaient là pour lutter justement contre les Eldrake, et en fait, bah, comme vous avez détruit les Eldrake, eh bien, on va pouvoir réaffecter certains de ces Stormraven pour que vous puissiez justement aller rejoindre la barge de bataille qui est justement stationnée non loin. Et en fait, on a Sainte Célestine qui a un petit sourire, qui s'autorise un petit sourire. Donc, sous-entendu, c'est le plan de l'empereur. Là, l'empereur avait prévu ça, donc tout se passe comme son plan, comme il l'a voulu. Et voilà. Alors par contre, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, on peut pas emmener tout le monde dans des Stormraven. Donc c'est aussi le passage où, vous savez, en fait, il y a toujours ce passage un peu dans les jeux vidéo où vous gagnez en compétences, vous gagnez en outils, vous gagnez en armes, puis à un moment donné, bon, vous êtes un peu fort, donc faudra peut-être écrémer un petit peu tout ça. Hein. Et là, c'est exactement ce qui va se passer, parce que tous les Inari, sauf Ivren et le Vizark, et le chat, le petit Grinx, vont repartir pour porter la bonne parole de la naissance d'Inid. Donc vous imaginez bien, on a tous les Kabbalites, on a tout Yanden, Seman, non pas Seman, pardon, Yanden, Ultué, Bieltan, voilà. Qui suivent en fait Ivren, qui est leur prêtresse, et à un moment donné fait bon écoutez, maintenant que je suis sur la planète des Monkey, je vais prendre un avion, je vais partir avec mon pote le Vizark, puis vous allez porter la bonne parole. En fait, je pense que si les gars ils sont arrivés là, de se sentir un peu seul, je pense. Mode bon, on va retourner porter la bonne parole. Moi, je vais aller sur quoi, Komorak. Toi, tu vas aller sur je sais pas, n'importe tous les vaisseaux monde et tout. Et en fait, voilà, on a ces choses qui se brisent là. Et puis, alors. Du côté de l'Imperium, c'est un peu mieux fait. On a Sainte Célestine qui invoque, en fait, qui leur dit, en signe de bonne volonté, vous devez rester ici pour montrer notre bonne foi. Donc les chevaliers de Taranis, une force de Skitarii, certains Black Templars, etc. Les forces de défense aussi de Greyfax. Et au final, on va juste avoir dans cette force qui va partir justement dans le vaisseau des Space Marines, on va avoir juste donc le sénéchal Almarich quand même, avec quelques Black Templars, l'inquisitrice Greyfax, Belisarius Cawl, évidemment, avec son auto-reliquaire. D'ailleurs, on se demande même comment il est transporté, l'auto-reliquaire, dans les Stormraven. Je sais pas trop. Alors, on imagine que le Stormraven, comme il peut porter un Dreadnought derrière, sans doute, il peut porter l'auto-reliquaire, mais
ça fait un peu gogo gadget, quoi. Genre, ah oui, tiens, le gros, comment on va l'emmener? Ah bah attendez, bougez pas, je vais vous bricoler un truc, MacGyver, tu vois. Donc, bon, voilà. Mais toujours est-il que ça se passe extrêmement bien parce que donc on a l'écrémage et puis après on se retrouve avec du coup l'élite et que les personnages qui sont accueillis sur le croiseur, sur je sais plus, c'est un croiseur, une barge de bataille, et puis qui sont emmenés justement vers Macrage. Alors par contre, ils sont mis sous bonne garde, sous sécurité, parce que bah voilà, on se méfie quand même un petit peu d'eux, et tous en fait sont mis ensemble, même Sainte Célestine et même les Black Templars, ils sont mis ensemble dans la même cellule que les Eldar, enfin que les deux Eldar, il y a juste Yvraine et puis le Vizark, mais enfin voilà, on accepte, bon, normal, il y a un petit peu de méfiance, mais mettre dans la même cellule tout le monde, ça je pense que c'est pas... S'il y a un problème, de façon élémentaire, c'est pas une bonne chose. Si vous avez suspicion qu'il y a des gens qui sont en train de faire un coup monté ou un truc comme ça, vous les mettez pas ensemble dans la même cellule, hein. Vous les séparez pour pas qu'ils puissent s'arranger et faire des choses, ou que ce soit plus compliqué pour eux de s'échapper. Bon, voilà. Mais en tout cas, bon voilà, ils sont mis en tout cas à l'écart, même avec Belisarius Cawl qui est mis à côté. Alors, petite chose, c'est qu'on a justement le Vizark qui passe. Alors on nous dit que ça dure plusieurs jours, et que bah voilà, il cherche à faire passer le temps. Donc le Vizark lui est toujours en train de s'entraîner, et que bah justement le sénéchal Amalric profite pour croiser le fer et s'entraîner un petit peu avec le Vizark. Je suis curieux de voir cette scène-là, hein. On ne sait pas qui gagne entre les deux, voilà. Donc c'est simplement qu'ils sont en train de se battre. Est-ce que du coup il va y avoir un respect d'Almarich pour le Vizark ou de choses comme ça? Bon, c'est assez cinématographique, mais voilà, pourquoi pas, ça passe. Hein, c'est pour montrer que des liens se créent, mais en même temps c'est un Black Templar. Ça fait des centaines d'années qui lutte contre le Xéno. Je pense pas qu'au bout de juste avoir croisé le fer comme ça pendant une semaine ou deux ou quatre ou même un mois, si peut-être ça le fasse changer d'avis, mais bon, en tout cas, ce qui est important aussi à noter, c'est que Greyfax, elle, depuis qu'elle a été libérée par Trazyn, il faut se rappeler qu'elle a des nanoscarabées qui infectent en fait son corps. Et Belisarius Cawl l'avait détecté et sous-entendait que peut-être elle n'était pas aussi pure que ce qu'elle disait, ou enfin sûrement elle n'était pas aussi pure que ce qu'elle disait, parce qu'elle était peut-être elle-même un agent dormant des Nécrons, et qu'elle était l'instrument peut-être des Nécrons, et qu'on ne pouvait pas vraiment se fier à elle. Donc après, elle a su prouver qu'on pouvait compter sur elle, mais il y a quand même cette peur-là. Et c'est un moment de calme, et Belisarius Cawl, c'est pareil, il va faire, attendez, Gogo Gadget et Gogo Gadget à la dialyse, et en fait, il va extraire dans une procédure difficile, douloureuse, et assez marquante pour Greyfax, il va lui extraire tous les nanoscarabées. Donc, je sais pas comment on peut imaginer ça, mais voilà, c'est une sorte de dialyse. En fait, il va filtrer son sang, alors que ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus simple, peut-être, où il commande en fait avec un protocole, et puis en fait, les nanorobots, pouf, ils se font une petite boule, elle fait ouf, elle tousse, et puis elle vomit la petite boule, voilà, puis tac, on n'en parle plus. Non, là, c'est un processus, bien sûr, beaucoup plus dur, beaucoup plus oppressant. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est un passage justement où Greyfax, elle va avoir beaucoup de difficultés à le vivre. Et en fait, ce qui va la guider, c'est... Alors, j'allais dire sa haine, mais c'est pas sa haine, mais sa méfiance envers Sainte Célestine. Et c'est ce qui lui permet, en fait, de penser à autre chose. Alors qu'elle est en train de se faire opérer, on imagine, par Belisarius Cawl, en train de souffrir le martyre, eh bien, elle focalise sa volonté et son esprit sur Sainte Célestine, pour toujours être vigilante. Alors, elle a vu Sainte Célestine faire énormément de choses, mais son expérience d'inquisitrice lui dit que, souvent, le chaos se cache derrière les paroles de l'empereur, et que sous des signes de bienveillance, sous des signes de miracle, souvent il y a une part d'ombre très forte. Et elle, en tant qu'inquisitrice de l'ordre d'Oxénos, Héréticus, de l'ordre d'Héréticus, elle, c'est sa mission, hein, de lutter contre ça, et surtout d'être vigilante. Mais on nous dit malgré tout qu'au fond d'elle, elle espère que Sainte Célestine soit juste et soit vraiment ce qu'elle dit, à savoir la parole de l'empereur, mais que toute la couche d'entraînement et de professionnalisme et d'inquisition qui est en elle lui permet pas de laisser libre cours à cette volonté-là, à cet espoir. En fait, elle l'enferme au fond d'elle, et en fait, elle juge Sainte Célestine, et elle regarde pour être apte justement à intervenir si jamais Sainte Célestine révélait sa trahison.
Alors ensuite, je pense que la cellule est extrêmement grande au final parce qu'on nous dit que personne ne remarqua lorsqu'Yvren entraîna Cole dans la sous-poche où était stocké son autoreliquaire. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont dans une cellule, mais qu'Yvren, elle se balade quand même un peu comme elle veut, personne ne remarqua. Ou alors c'est quoi? C'est que du coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, elle peut quand même se balader. Et donc, dans une sous du vaisseau, enfin vous imaginez en plus la taille du vaisseau. Donc puis Belisarius Cole, c'est pas non plus le personnage qui a un protocole d'invisibilité. Gogo Gadget à l'invisibilité. Mais en tout cas, bon, Yvren, je sais pas non plus comment elle fait, mais ils réussissent, on imagine, à se cacher. Je sais pas comment ça. Ou alors, Yvren, elle se cache sous les robes de Belisarius Cole. Ah ouais, peut-être ça mais n'empêche, c'est le plus crédible. C'est quand même le plus crédible. Et ils arrivent à l'autoreliquaire et en fait, elle prend à part Belisarius Cole et elle discute avec lui. Alors, on ne sait pas de quoi, mais on sait que c'est lourd, difficile, et que Belisarius Cole a du mal à se laisser convaincre, mais que malgré tout, il accepte ce que lui propose Yvren. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais il accepte que propose Yvren et que une fois qu'il a accepté, eh bien Yvren en fait s'évanouit, s'en va. Elle rentre toute seule. Bon, elle a plus de robe pour cacher, mais peut-être qu'elle est déguisée en Space Marine, c'est possible. Et puis on a Belisarius Cole qui reste seul devant son reliquaire et le regard assez vide parce qu'il réfléchit justement à toutes les implications que ça va avoir l'alliance qu'il vient de faire avec Yvren. Alors pour terminer, on a un petit passage, vous voyez, il y a des petits blocs de texte sur le côté, donc on a une transmission qui vient d'un avant-poste, qui doit être un relais en fait d'astropathes, et en fait ils sont paniqués, ils sont en train de se battre, on entend des combats et tout, et le message Vox c'est il faut prévenir Sainte Terra, c'est horrible. Les astropathes ont eu des visions, ils ont eu la vision d'un marteau noir qui enfonçait des portes, ils ont eu toutes ces visions en même temps, et en fait on pense que c'est Cadia, je pense que Cadia est tombé, et c'est incroyable, l'œil de la terreur est en train de croître, oui je vous le confirme, nos senseurs ne se trompent pas, l'œil de la terreur est en train d'enfler et de s'ouvrir de plus en plus. Les astropathes ont eu des visions d'horreur et ils se sont même retrouvés possédés, on a réussi à enregistrer un maximum d'informations sur ce qu'ils disaient, il faut absolument transmettre ces informations, je vous en prie, alors ne venez pas nous sauver, nous sommes déjà morts, parce que ils ont, même après qu'on ait achevé en fait les astropathes et qu'on leur a donné la miséricorde de l'empereur, quelque chose a pris forme dans leur corps, et bon voilà, nous sommes perdus. Par contre, il faut absolument prévenir l'Imperium, prévenez Terra, l'œil de la terreur est en train de s'ouvrir. Et voilà, ça s'arrête là. Et voilà, c'est assez sympathique. Moi, j'ai bien aimé ce passage-là parce que on est sur une mise en place. Alors, l'avantage, c'est que comme c'est le 3e tome, on a déjà vécu les 2 premiers Gathering Storm, donc on sait un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, voilà. Mais c'est bien de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Alors après, le côté un petit peu classique on a une grosse force, on écrème tout parce que c'est devenu trop fort, et puis qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois, parce qu'en fait c'est vrai que le problème là, c'est que quand vous avez quelque chose d'aussi hétérogène, du coup faut dire qu'est-ce qui se passe avec les chevaliers de Taranis, après faut dire qu'est-ce qui se passe avec les gardes fantômes, les seigneurs fantômes, les forces de Bieltan, les Comorites, etc. Et en fait ça fait beaucoup de choses à gérer, alors que là du coup si on écrème tout, on revient sur les personnages principaux, c'est tout. Quelques Black Templars, histoire de dire, parce que c'est vrai que à Malrich, sinon tout seul il n'a pas suffisamment de poids, donc du coup on le met à plusieurs, vous voyez, pour que ça équilibre un peu en termes de personnages, et puis voilà, bon après voilà, c'est les petites ficelles un peu scénaristiques, mais en tout cas c'est assez sympa. Et puis comme je dis, moi j'ai vraiment apprécié le passage où il y avait un moment de contemplation où on nous décrivait en fait cette planète avec vraiment, c'est une grande route qui serpente entre les montagnes, avec des grands piliers, des statues de Space Marine. Je trouve que c'est assez rafraîchissant, donc c'était assez plaisant. Voilà, comme d'habitude, merci à tous ceux qui c'est le moment, c'est le moment, qui commentent, si n'hésitez pas à tac, et puis qui soutiennent aussi la chaîne, hein, si vous avez envie de me soutenir sur Tipeee, c'est avec bien sûr grand plaisir. Moi c'est comme ça, encore une fois, que je gagne ma vie grâce à vous. Vous avez aussi les liens d'affiliation, donc typiquement Manuel Bipless, si vous voulez faire vos achats, des romans ou quoi que ce soit, quel que soit le jeu d'ailleurs ou l'univers, n'hésitez pas. Merci à vous tous, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude le jeudi à 18h, et je l'espère un petit peu plus en avance pour ceux qui me suivent sur Tipeee, et en tout cas sans pub et en version podcast. Allez, merci à vous tous et à bientôt. Salut, bye.